15h40, on va démarrer. Donc merci de votre présence. Dans cette session, on va parler de migration en particulier, de migration massive. C'est-à-dire que c'est souvent on a des clients qui commencent à mettre une ou deux applications dans le cloud, et ensuite c'est qu'est-ce qui se passe après. Comment préparer justement cette migration. Donc pour ma part, Stéphane Hedinger, moi je m'occupe de l'équipe technique chez AWS. On aura aussi une vue très détaillée et précise de l'offre de VMware sur AWS par Marc Frenzel de VMware et un magnifique retour d'expérience de Julien Desmaîtres de Veolia. Mais on va d'abord démarrer sur un petit peu quels sont les enjeux. Quand on parle de migration et de cloud, donc les bénéfices du cloud sont bien connus, ils sont multiples. Celui que je vois le plus en plus aujourd'hui chez les clients, c'est l'innovation. C'est aller plus vite, gagner en flexibilité et permettre à vos équipes d'innover plus vite. Mais il peut y en avoir d'autres. Ça peut être aussi la réduction des coûts, bien sûr. Ça peut être aussi de se déployer à l'international. Donc, quand on planifie une migration, ce qui est important déjà, c'est de bien voir quels sont les facteurs de succès, quels sont les éléments que vous voulez atteindre, et les objectifs que vous voulez atteindre. Et ça permet de planifier assez en détail, de se dire... Migrer massivement des data centers entiers ou des parties data centers, ça ne se décide pas du jour au lendemain. Il y a des business cases, il y a un choix d'application, donc il y a toute une méthodologie. Nous l'avons déjà fait avec des dizaines, voire des centaines de clients, donc n'hésitez pas à venir nous voir, à voir nos partenaires également qui l'ont fait déjà à grande échelle. Ça vous donnera des guides par rapport à ça. Il y a plusieurs niveaux d'utilisation de la plateforme AWS. Il y a des nouveaux modes de développement comme le serverless, il y a des modes d'optimisation dans le cloud. Dans cette session, on va vraiment se focaliser sur la migration des applications, on va dire un peu au kilo. C'est-à-dire j'ai vraiment beaucoup d'applications à migrer et j'ai pas forcément le temps et le loisir de regarder chacune précisément et de l'optimiser. Donc il y a une manière de faire, enfin jusqu'à présent il y avait une manière de faire qui s'appelle toujours le lift and shift, qui est de dire je prends les machines virtuelles, je prends le stockage, je prends le réseau, je transfère ça dans EC2 par exemple, dans VPC, il y a un travail de transformation, d'adaptation qui est possible. Et bientôt, alors déjà aux États-Unis, mais bientôt en Europe et en France, il y aura une nouvelle option qu'on appelle le deploy and move, basée sur du VMware. Merci Stéphane. Bonjour à toutes et tous. Donc je suis Marc Frenzel, directeur technique pour l'Europe du Sud chez VMware. Et effectivement, comme l'a indiqué Stéphane, dans le cadre de vos évolutions d'applications, de vos migrations d'applications, une autre méthode a conduit au partenariat extrêmement fort entre AWS et VMware. Et le but que nous avons, c'est de répondre à une problématique assez générale qui est celle de garder des applications sous un format existant et simplement d'utiliser les bénéfices qui existent aujourd'hui autour du cloud hybride pour être capable de faire coexister et de bouger, de faire migrer les applications de manière le plus flexible possible entre un cloud privé et un cloud public. Alors, le cloud hybride, ça a été assez longtemps un buzzword par excellence et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est une capacité tangible qui est offerte au niveau des IT d'entreprise. Ça répond à une problématique très simple. Comment avoir à la fois un data center d'entreprise, un cloud privé, qui est détenu, géré, opéré par vous-même, et qui correspond désormais à un certain type de catalogue de services, et puis tirer tous les bénéfices du cloud public, qui est opéré par une entreprise aussi aguerrie, soyons clairs, que AWS, et pour laquelle on accède à un certain nombre de services et qui est totalement consommé, accédé comme un service. Et le but aujourd'hui, pour justement vous permettre d'avoir les applications les plus efficaces et les plus souples possibles, on sait très bien qu'on va trouver un environnement applicatif extrêmement changeant. On va trouver, comme c'était mentionné également ce matin pendant la séance plénière, des Cloud Native Apps autour de containers, peu importe qu'ils soient issus de Docker, de Pivotal ou autres. Si vous avez fait le choix également d'AWS, c'est pour les capacités d'ouverture de cette plateforme. Eh bien, le rôle du cloud hybride, ça va être de vous permettre d'utiliser à la fois votre infrastructure privée, mais aussi les capacités offertes par AWS et d'avoir une continuité complète des opérations et d'avoir l'impression désormais d'avoir votre data center habituel disponible chez AWS. Alors, comment est-ce qu'on s'y prend pour faire ça ?
Eh bien, ce fameux VMware Cloud en AWS que nous avons effectivement annoncé désormais il y a 1 an, qui est désormais disponible aux US, et je reviendrai un peu plus précisément sur les différents services qui sont en place, ça a pour but de vous permettre d'avoir ce qu'on appelle le Software Defined Data Center, c'est-à-dire un data center logiciel complet, basé sur toutes les capacités de virtualisation, aussi bien virtualisation du serveur, ce que vous faites depuis que vous avez à la fois des serveurs x86 et bien entendu que vous utilisez du cloud public, mais aussi capacité de virtualisation du stockage, des réseaux, et surtout d'avoir l'impression d'avoir un data center virtuel complet. Ce Software Defined Data Center tourne au-dessus d'éléments d'infrastructure AWS. Donc, ça n'est pas un investissement dans vos data centers propres. Tout ce qui va concerner le matériel est fourni par AWS. Ce service vous permet d'avoir aussi bien des machines virtuelles que des containers, et vous avez surtout, comme vous l'avez toujours vécu, des capacités de consommation et de demande absolument flexibles. D'un point de vue opérationnel, c'est bien une extension du data center que vous avez déjà chez vous, et vous avez la possibilité d'avoir une continuité opérationnelle complète entre les deux environnements. Donc, les équipes IT chez vous, habituées à travailler sur des environnements VMware avec des machines virtuelles, avec cet outil, désolé pour le jargon, vCenter, qui permet effectivement d'avoir un contrôle complet, vont retrouver les mêmes capacités opérationnelles. Donc, non seulement on va avoir une continuité opérationnelle, mais surtout, on va avoir une portabilité des applications, des workloads, sans impact entre le data center privé et l'infrastructure AWS. Et puis, le deuxième intérêt, au-delà de la continuité du data center, eh bien, c'est que désormais, vous allez pouvoir accéder à tous les services AWS depuis un data center AWS. Donc, ce que vous faites déjà aujourd'hui au niveau de la continuité de services et la capacité d'accès à des services AWS, vous allez désormais la retrouver avec les mêmes règles de sécurité et surtout un temps de réponse, bien entendu, amélioré, puisqu'on est désormais au sein d'un data center, d'une région, pour utiliser la dénomination propre, AWS. Et là, c'est bien tous les services AWS natifs fournis par AWS qui sont présents. Donc, cette capacité de VMware Cloud en AWS, vous allez, je pense, entre AWS et VMware, beaucoup entendre cet acronyme VMC en AWS. C'est un service qui est vendu et opéré par VMware au-dessus d'une infrastructure AWS et qui vous permet ensuite d'avoir un accès complet à tous les services AWS. Alors, on l'a mis en œuvre, comme le disait Stéphane, initialement, c'est lancé depuis cet été aux US, sur la région ouest, dans l'Oregon. On a dans cette phase qu'on a appelée Initial Availability, vous avez bien entendu les capacités de gestion complètement unifiée du cloud hybride. Vous avez également la possibilité d'avoir une infrastructure complètement modulaire entre 4 et 16 nœuds au niveau AWS. Et ce qui compte, c'est qu'effectivement, c'est bien élastique dans les deux sens. C'est-à-dire aussi bien démarrer à 4 nœuds, pouvoir monter sur un nombre de nœuds plus élevé, et si besoin est, redescendre sur un nombre de nœuds plus petit. Et puis, vous retrouvez également, comme le disait Stéphane en introduction, tous les niveaux de flexibilité requis pour l'innovation, pour apporter le maximum à vos applications. Donc des capacités initialement, je renouvellerai l'adverbe ultérieurement, des capacités initialement de migration à froid, des workloads et une portabilité dans les deux sens, bidirectionnelle ou bijective. Un modèle de consommation également horaire. D'accord ? Donc c'est effectivement la capacité de choisir le type d'infrastructure qui vous est nécessaire et ensuite de payer à la consommation. Et puis bien entendu, tout ce qui va concerner le cycle de vie de votre data center virtuel, les upgrades, les mises à jour de configuration, le changement de configuration dans un data center privé et sa continuité, son report sur le data center au niveau de la région AWS, tout ça est entièrement automatisé. Dernier point, c'est basé sur les meilleurs matériels disponibles aujourd'hui dans les offres de services AWS.
Alors, c'est concret, c'est aujourd'hui vu comme plutôt facile d'utilisation par les différents premiers clients que nous avons sur cette infrastructure, que ce soit pour maîtriser, comme vous le voyez sur la partie gauche de l'écran, l'environnement hybride, c'est-à-dire à la fois le data center privé et ce qui se trouve au niveau du cluster sur le cloud, la possibilité de redéfinir et de modifier l'infrastructure qui se trouve en dessous, et puis également la possibilité d'assurer des migrations d'environnements applicatifs, machines virtuelles ou containers, entre les différents contextes que vous avez. Ce qui va être clé d'un point de vue agilité, c'est respecter, bien entendu, la souplesse d'utilisation et la sécurisation complète des workloads, soit nouveaux, soit déjà existants. Alors, plusieurs cas d'usage au niveau de cette offre VMC on AWS. Le premier cas d'usage, c'est bien entendu ce que nous évoquons aujourd'hui, c'est la capacité de migrer massivement des applications vers le cloud public. Donc l'intérêt de cette capacité, de cette offre de service VMC on AWS, c'est que par rapport à des applications existantes, par exemple, vous n'avez pas besoin de réingénierer, de modifier ou de réarchitecturer l'application elle-même. Le contexte de développement, son environnement applicatif reste entier et est capable d'être bougé librement entre des data centers différents. Vous avez aussi la possibilité de maintenir tout ce qui va être les règles de sécurité ou par exemple les règles de stockage liées à une application. Combien de disques, combien de mémoire est alloué à une application? Pas de problème, c'est assuré de manière continue. Et bien entendu, comme je l'évoquais au début, la possibilité d'accéder aux autres services AWS que vous pouvez déjà utiliser. Donc voilà ce que nous avons annoncé au mois d'août 2017, immédiatement disponible. Nous allons ouvrir ce service également sur la côte est des États-Unis, en Virginie, prochaine région. Et surtout, c'est un partenariat très très fort entre VMware et AWS. Et à la fin du mois, lors du reInvent, 2 nouvelles annonces qui vont être faites sur la version logicielle supplémentaire. C'est un environnement logiciel offert comme un service pour vous. Donc une capacité d'évolution permanente, à la fois vis-à-vis de vos environnements existants et vis-à-vis d'AWS. Donc voilà aujourd'hui l'une des 2 méthodes pour bouger les applications entre les différents environnements. Stéphane ? Merci Marc. Très bon teasing pour VMware. Donc c'est dans quoi ? Dans 3 semaines, quelque chose comme ça ? Très bon teasing pour reInvent d'AWS, effectivement. Donc Las Vegas, c'est à peu près dans 3 semaines. Donc soyez à l'écoute, il y aura beaucoup d'annonces. 27 novembre, merci, quelle précision. On va revenir sur la partie lift and shift et surtout de voir en fait, comment préparer l'ensemble de l'environnement côté AWS. Et pour ça, nous avons créé un concept qui est déjà de capturer toutes les bonnes pratiques, les bons retours d'expérience. Et ça s'appelle la landing zone. La landing zone, c'est la compilation de toutes ces bonnes pratiques pour vous les partager, pour que vous, donc parce qu'en fait, il y en a d'autres qui sont déjà passés avant vous, donc ça c'est la bonne nouvelle. Et de le faire surtout de manière itérative. Mon conseil, c'est ne vous jetez pas sur la landing zone pour implémenter la totalité de la landing zone tout de suite. Faites-le de manière itérative, ça vous donne une bonne direction à atteindre, mais vous n'aurez pas forcément besoin de la totalité tout de suite. Et donc après, adaptez-le en fonction de vos besoins. C'est une petite carte, en fait c'est pas très compliqué. On va pas tout passer en revue ici parce que sinon ce serait une session beaucoup trop longue, mais je vais passer en revue les quelques thématiques qui sont importantes. Et là encore, on va se fixer un but ensemble, de dire mais en fait pourquoi on fait cette migration et quel est le but qu'on cherche à atteindre. Et ce qu'on cherche à atteindre, c'est de transformer la relation entre vos utilisateurs de l'infrastructure, donc ça peut être des chefs de projet, des développeurs ou d'autres, et justement les équipes d'infrastructure. En se disant, ce qu'on a envie de faire, c'est non plus un modèle de guichet, où quand on a besoin d'une machine virtuelle, on envoie un mail ou on remplit un formulaire ou quoi que ce soit, mais de venir sur un modèle self-service, mais aussi avec toute la gouvernance et la sécurité. C'est-à-dire de définir un catalogue de services avec des solutions qui peuvent être un environnement de développement Linux, avec une base de données Oracle ou Microsoft, ou faites votre choix, ou une base de données open source, peu importe. Mais d'avoir donc l'équipe d'infrastructure qui définit ces templates, qui définit ce catalogue de services, et qui le met à disposition en mode self-service,
Alors, qui dit self-service dit quand même contrôle. C'est-à-dire aussi potentiellement avec un workflow de validation, avec aussi tout ce qui va être règles de sécurité et aussi règles de facturation, chargeback, showback. Il y a de multiples façons de le faire. Bien sûr, tout en gardant toujours en tête les principes de base. Toujours la sécurité. C'est pas parce que c'est en self-service qu'on s'autorise de faire tout et n'importe quoi, au contraire. Ça va permettre de mettre en place toutes les bonnes pratiques de sécurité, d'automatiser, toujours, encore. Automatiser, ça permet évidemment d'aller plus vite, mais ça permet surtout de réduire l'erreur humaine et là encore d'accroître la sécurité. Et vraiment avec ce focus sur les utilisateurs de votre infrastructure. Donc on va les prendre un par un. Le premier, c'est les comptes. Alors, c'est ce qu'on appelle la gestion des comptes sur AWS. Vous pouvez aller en ligne, vous pouvez créer un compte, mettre toutes vos ressources, mettre la totalité de vos data centers dans ce même compte. C'est pas forcément une bonne pratique. Et on a beaucoup de retours d'expérience de clients justement, qui est de dire, en fait, vous avez une capacité absolument unique dans le cloud, c'est de créer autant de data centers virtuels que vous voulez. Donc vous n'êtes pas obligé de mettre tout dans un seul. Et typiquement, il y a des règles très simples qui est de dire séparer la production de la non-production. Ça permet d'avoir des règles de gouvernance et des règles de sécurité qui sont beaucoup plus simples à mettre en œuvre, parce que comme ça, vous allez protéger d'une manière très spécifique la production, et vous allez avoir d'autres mécanismes pour la pré-production, et être sûr également que les données, typiquement les données personnelles de vos clients, sont dans l'environnement de production, mais ne sont jamais dans l'environnement de pré-production. Par rapport aux nouvelles réglementations sur la protection des données personnelles, c'est un point qui est très important. Et donc aussi adopter tous les mécanismes de gouvernance, de contrôle qui sont adaptés par rapport à ça. C'est aussi aller plus loin, donc on le verra avec Julien sur Veolia, c'est aussi par rapport à des business units, par rapport à des business différents. Ça peut faire du sens de séparer sur des comptes qui sont relativement autonomes et sur lesquels aussi vous allez pouvoir déléguer la gestion. Le deuxième point, c'est le réseau, ou plutôt les réseaux. Il y a beaucoup de concepts qui sont en fait très simples à appréhender, qui s'appellent les security groups, les VPC et autres. Alors la bonne nouvelle, c'est que ça ne nécessite pas d'expertise réseau. Il faut quand même comprendre ce qu'on fait, c'est facile à mettre en œuvre et c'est facile à automatiser. Donc en fonction des usages et des besoins, nous avons des équipes typiquement Professional Services qui peuvent aussi vous aider à concevoir selon vos besoins. Et il y a un point en tout cas sur lequel je veux insister, c'est Direct Connect. C'est de se dire justement, et ça c'est valable aussi pour, même si vous faites du VMware sur AWS, il est facile de mettre en place un VPN sur Internet entre vos data centers et les infrastructures AWS. En moins d'une heure, généralement, c'est mis en place. Mais dans tout déploiement massif, vous allez aller sur du Direct Connect. Donc Direct Connect, c'est de la connectivité réseau privée entre vos data centers et nos infrastructures. Vous choisissez l'opérateur que vous voulez. Nous avons plus de 50 opérateurs partenaires. Vous vous connectez sur un point de connexion Direct Connect. Il y en a à Paris, il y en a à Marseille. Et ça permet d'avoir cette connexion-là. Sur le même lien physique, vous pouvez avoir plusieurs interfaces. C'est-à-dire que si vous avez plusieurs data centers virtuels, la production, la pré-production ou différentes business units, vous n'avez pas besoin de tirer des fibres séparées. Vous allez bien sûr utiliser le même canal et faire techniquement c'est du tagging VLAN pour voir où vous allez. Une bonne pratique, c'est de quand même mettre un secours par Internet sur du VPN, au cas où la fibre soit coupée. Ça peut arriver. Donc là, ce qui est important, c'est que vos applications ne soient pas interrompues. Et après aussi, aller éventuellement un cran plus loin avec une deuxième fibre sur un deuxième point de connexion et faire du maillage complet. Là encore, c'est très simple à faire. C'est de la simple configuration. Nous avons aussi des équipes et des partenaires qui sont là pour vous aider. Et c'est aussi après dans la conception du réseau, un mécanisme qu'on voit souvent, c'est avoir un VPC de service, c'est-à-dire une zone réseau dans laquelle vous allez mettre tous les services partagés. Ça peut être typiquement les Active Directory, les repositories pour les patchs, pour les antivirus et ainsi de suite, et d'avoir une connectivité entre l'ensemble des domaines applicatifs et cette zone de service. Donc il y a vraiment beaucoup de possibilités. Là encore, nous sommes là pour vous aider à explorer tout ça. Sur la sécurité, il y a des choses qui sont simples à mettre en œuvre et qui apportent d'énormes bénéfices. Le premier, c'est la visibilité. Et alors, ça passe par un service qui est juste magique, qui s'appelle CloudTrail, qui va enregistrer et vous restituer la totalité des opérations qui sont faites sur AWS.
Vous avez, et c'est peut-être la première fois en informatique où vous avez une tour de contrôle, vous avez un point unique qui vous dit exactement qui a fait quoi, que ce soit sur les serveurs, que ce soit sur le stockage, que ce soit sur le réseau ou tous les autres services. Vous avez des fichiers en format JSON avec un format unifié qui vous donne en quasi temps réel qui a fait quoi. Et quand on présente ces fonctionnalités au RSSI, ils adorent. Parce que justement, ça permet de mettre en place de l'analyse croisée sur des usages, sur des incidents de sécurité, chose qui était extrêmement difficile à faire auparavant. C'est aussi faire de la gouvernance automatisée. Donc, on appelle ça souvent maintenant, on parle de DevOps et aussi de SecOps, qui est de se dire, la sécurité, on va passer d'un modèle où on a de la sécurité qui est papier, de dire j'ai un référentiel papier qui me dit ce que j'ai à faire, et après je vais faire un audit manuel pour voir si les règles ont été bien respectées, qui va arriver sur un rapport papier qui va me dire si c'est bon ou pas. Ben, on va refaire la même chose, mais de manière complètement automatisée. Ça passe entre autres par un service qui s'appelle Config et Config Rules. Config, c'est une CMDB dynamique. Donc c'est encore une tour de contrôle qui sait exactement qu'est-ce qui a été créé, quelles sont les règles, quelles sont les machines virtuelles, les règles de firewall, et qui va automatiquement appliquer des règles de gouvernance. Vous dites par exemple, je veux que dans tout ce domaine applicatif, tous les disques de toutes les VM soient chiffrés. S'il y a un disque non chiffré, automatiquement ça fait une alarme et automatiquement ça vous pouvez d'ailleurs automatiser la réponse, ça peut soit détruire la VM, soit lever une alarme ou quoi que ce soit. Et la bonne nouvelle, c'est que sur ce lien-là, vous avez beaucoup de règles qui ont été prédéfinies, justement par des clients qui ont déjà fait ces opérations-là et qui ont partagé justement à l'ensemble des autres clients ce type de règles. L'identité et en fait la fédération d'identité, là aussi, la bonne nouvelle, c'est que c'est facile. Nous supportons le protocole SAML-v2 et OpenID, ce qui veut dire que vous n'avez surtout pas besoin de recréer l'ensemble de vos utilisateurs dans AWS. Il suffit, et c'est généralement juste de la configuration, si vous êtes typiquement en Active Directory, vous activez ADFS et vous avez automatiquement une fédération d'identité entre votre Active Directory et AWS. Ça vous permet comme ça d'avoir une unicité de contrôle sur l'ensemble des actions qui sont faites. Et enfin, je vais juste m'attarder un tout petit peu sur quels sont finalement les bénéfices pour les utilisateurs de cette infrastructure automatisée. Donc, on l'a vu, c'est vraiment de donner du time to market, de donner de l'agilité en gardant un contrôle, une gouvernance automatisée et en étant sûr que tout se passe bien. À quoi ça ressemble? C'est très simple, on a un référentiel, un catalogue de services. Ça s'appelle Service Catalogue, donc c'est aucune originalité sur le nom, il est facile à trouver. Vos administrateurs vont définir des templates, vont définir les solutions, définir quels sont les utilisateurs qui peuvent y accéder, est-ce qu'il y a besoin d'une validation ou pas. Et surtout, les administrateurs gardent toujours la visibilité. Qui a fait quoi? Quand? Est-ce qu'il y a des alarmes? Est-ce qu'il y a des choses non conformes? Ça fait partie du processus et donc ça permet quelque part à tout le monde de bien dormir la nuit parce qu'on sait qu'il y a des processus automatiques qui vérifient en permanence que tout se passe bien. Donc j'ai juste brossé un tout petit peu les différents éléments. J'espère que je vous ai donné envie de rentrer un petit peu plus en détail. Il y a beaucoup plus de matière pour aller beaucoup plus loin. Mais c'est surtout, et ensuite que faire? Donc créer la landing zone, une petite, et itérer autour de ça. Migrer les applications, et vous avez un excellent point de départ pour optimiser. Pour optimiser en termes de sécurité, optimiser en termes de gestion des coûts, de FinOps, et Veolia a une excellente expérience dans ce domaine-là, et optimiser pour être plus rapide, plus réactif. Mais qui peut mieux que Julien justement témoigner là-dessus? Donc Julien de Veolia. Merci Stéphane. Donc, je suis Julien Desmaître, je travaille à la DSI Group de Veolia, dans un service qui s'appelle Cloud Automation Services. On fait de la transformation digitale vers AWS. Et je vais vous présenter comment on a comment on a appréhendé le principe des landing zones et comment on l'a appliqué dans un grand groupe comme Veolia. Mais d'abord, il y a à peu près un an et demi, on s'est posé la question de quoi ont besoin nos métiers, de quoi ont besoin nos différentes DSI pour démarrer dans le cloud. Donc, sachant qu'à la DSI Group, une de notre missions est de simplifier l'adoption, d'accompagner les BU dans leur transformation digitale, tout en garantissant les niveaux de sécurité, les prérequis de sécurité du groupe, et pour les métiers, de réduire le time to market. C'est à partir de ces 4 piliers-là qu'on a décliné notre solution de landing zone
en définissant une solution packagée, prête à l'usage, prête à l'emploi pour les différentes DSI du groupe. On apporte également une assistance, une expertise auprès des différentes DSI qui n'ont pas forcément localement les compétences pour démarrer sereinement dans le cloud. On définit un design, on définit des règles qui sont conformes à la sécurité du groupe. Et on met à disposition surtout quelque chose qui est rapide. Rapide, ça veut dire dans le monde cloud, ça veut dire qui est complètement automatisé. Et donc pour ça, il y a 1 an, on a mis en ligne sur notre marketplace interne une solution qui s'appelle AWS Starter Kit, qui reprend complètement les principes de Landing Zone qu'on a vus précédemment. Donc avec une marketplace, du support de la Digital Factory composé d'experts du cloud multi-certifiés et évidemment AWS. Donc c'est un environnement pour chaque DSI qui est dédié, qui est sécurisé, qui bénéficie de l'accompagnement de la DSI Group, du support, de l'enterprise support AWS, j'en parlerai un petit peu plus tard, et également, comme je disais, donc déploiement complètement automatisé. Ce déploiement automatisé, on va le voir tout de suite, comment on a fait ça. Donc c'est, on va dire c'est très simple sur le schéma, mais je vais quand même l'expliquer. Donc une DSI locale, internationale, fait appel à la DSI Group via son portail de marketplace qui s'appelle le Digital Solution Store et souscrit à l'offre Starter Kit. J'ai besoin d'un environnement sur Amazon pour démarrer dans le cloud. Ça crée un ticket dans ServiceNow, notre outil de ticketing, et on a quand même conservé une petite phase humaine pour valider, qualifier le besoin. On pourrait s'en affranchir, mais pour l'instant, donc, on la conserve. Et après, derrière, on crée tout ce qu'il faut pour la landing zone. Donc pour Veolia, ça se compose de quoi? Ça se compose d'un orchestrateur ou outil de CI/CD qui s'appelle Jenkins, qui va créer l'environnement complet sur Amazon, mais également tous les services autour d'Amazon. Donc Jenkins appelle différentes API, des API sur Amazon et également des API sur d'autres services, comme par exemple le service de messagerie de Veolia, pour créer un email, pour créer le compte. On crée le compte dans un service Amazon qui s'appelle Organisation, qui permet de structurer les comptes, les différents comptes Amazon qu'on peut avoir au sein du groupe. On souscrit à l'Enterprise Support d'Amazon. L'avantage d'un grand groupe comme Veolia, c'est qu'on bénéficie du plus haut niveau de support auprès d'Amazon qui s'appelle l'Enterprise Support et dont on fait bénéficier les différentes BU. Donc comme ça, les BU ont également un support 24/7 de la part d'AWS avec tous les services derrière qu'on peut avoir, notamment les pro-services. On configure quelques aspects administratifs comme la TVA, comme les alertes de budget. Quand on crée un compte sur Amazon, dès qu'on crée le compte, on commence à consommer, donc Amazon commence à facturer. Et donc il faut absolument suivre cette consommation et mettre en place des alertes en cas de dépassement, par exemple, de consommation. Et donc ça s'appelle une fonction budget. Donc on peut, sur un compte, par exemple, mettre une alerte à $100, $1000, $10 000 en fonction de l'usage du compte. Donc ça, c'est l'aspect un peu administratif de la chose. Et dans un deuxième temps, mais toujours à la suite, l'orchestrateur appelle GitHub. GitHub, c'est un repo de code. Donc c'est un endroit où on stocke les scripts, qui est également accessible de manière programmatique en API. Donc Jenkins, l'orchestrateur, appelle GitHub, récupère les scripts et les lance dans ce qu'on appelle Terraform. Terraform, c'est l'équivalent de CloudFormation, du service CloudFormation d'Amazon. Donc c'est l'outil qui a été choisi par la Digital Factory pour déployer son code sur le cloud. Et Terraform donc crée tous les services de la landing zone qu'on va voir juste après, donc, mais qui reprennent exactement les slides de Stéphane. On stocke les logs dans S3, qui est l'outil de stockage, le service de stockage d'Amazon, et également donc on communique de manière dynamique avec Slack, qui est un outil de chat d'entreprise qui permet justement d'envoyer des notifications, par exemple, au groupe d'admin. Donc voilà comment nous on a automatisé la création de la landing zone et également donc l'intégration, comment c'est intégré à l'écosystème de Veolia, de la marketplace, de l'outil de ticketing, la gestion de la messagerie et la landing zone en elle-même. Donc qu'est-ce qu'on fait dans ces scripts? Principalement, on configure, on crée 4 choses.
D'abord, le VPC, le Virtual Private Cloud, c'est l'environnement, c'est dédié à la DSI. Donc, c'est des services comme l'Internet Gateway pour que le VPC sur Amazon puisse accéder à Internet. La Virtual Private Gateway qui permet de connecter cet environnement soit par VPN, soit par Direct Connect à vos environnements legacy. Une NAT Gateway qui est une passerelle pour permettre aux serveurs d'accéder à Internet, aux serveurs privés d'accéder à Internet, et puis d'autres services comme Elastic IP, donc les IP publics, la définition des subnets, comment on divise ce VPC en différents subnets, subnet de prod, subnet de pré-prod, subnet où on met les infrastructures, les serveurs AD, les serveurs d'antivirus, et ensuite les services de gestion des logs comme CloudWatch et Flowlog. Dans un deuxième temps, deuxième module de déploiement, c'est CloudTrail, on en a parlé. Donc CloudTrail, ça permet de centraliser tous les appels API que vous pouvez avoir. En termes de traçabilité, d'auditabilité. Donc on configure automatiquement le service CloudTrail avec toujours un bucket S3, des QSQS, SNS. Donc c'est des services de queuing de messages et des services de notification qui vont permettre par la suite d'interfacer CloudTrail avec des outils tiers comme Splunk pour, par exemple, renvoyer tous vos logs de CloudTrail dans un outil, faire des beaux dashboards avec un outil comme Splunk. Et également donc, tout ce qui est CloudWatch, CloudTrail et les rôles IAM. Le service config, troisième service, on l'a vu aussi, donc c'est le service de CMDB de la même manière. C'est quasiment identique à CloudTrail. On crée le bucket, on crée les queues SQS, SNS et la gestion des logs. Et enfin le cross-account. Le cross-account, ça sert à quoi? C'est que donc, il y a les équipes de la Digital Factory de Veolia. Pour pouvoir accéder à cet environnement dédié client, ont besoin d'accéder. Et donc, on a des comptes Amazon qui ont besoin d'accéder au compte du client. Et donc pour ça, on doit configurer ce qu'on appelle du cross-account. Donc ça permet aux admins, comme de la DSI, d'accéder en cas de besoin au compte du client. Donc voilà globalement ce qu'on a créé pour les différentes DSI du groupe. Et concrètement, c'est donc quelques lignes de code, quelques scripts qui sont stockés dans notre Git. Et pour n'importe quelle région, n'importe quel BU qui en fait la demande, c'est 4 paramètres à fournir. C'est la région Amazon, le nom du compte, le subnet, les paramètres de subnet, donc ce qu'on appelle le CIDR pour configurer le VPC, le subnet, le masque et les différentes ESI, donc les zones de disponibilité d'Amazon dans lesquelles on crée la landing zone. Donc juste avec ces paramètres, ces 4 paramètres et un code qui, lui, ne bouge pas, on arrive à déployer des landing zones partout dans le monde pour toutes les BU de Veolia. Et tout ça, à quoi ça sert finalement? Donc, on a lancé notre offre Starter Kit en interne il y a à peu près 1 an. Aujourd'hui, on a le recul nécessaire pour voir à quoi ça a servi. Est-ce que ça a favorisé l'adoption? La réponse est oui, puisque en janvier 2017, on avait une douzaine de services qui étaient actifs sur nos landing zones. Donc les services qui sont déployés automatiquement via les scripts, mais également quelques services comme Lambda, comme les fonctions Lambda, comme le Directory Service pour services d'annuaire, des EC2 et des RDS, des choses assez classiques. Et en novembre 2017, aujourd'hui on a 27 services AWS activés sur les landing zones, avec une évolution des services, que ce soit des services de stockage, des services de développement, des services de base de données. Donc on voit vraiment que les services se diversifient au fil du temps. On a déployé dans 7 régions à date, donc 7 régions Amazon, donc, qui prouvent que l'automation fonctionne. Et donc, on était parti de 2 régions il y a 1 an, maintenant on est à 7. Donc, on a déployé en Asie, on a déployé en Europe, aux États-Unis, on a déployé également en Amérique du Sud, pour les pays de l'Amérique latine. Au sens Veolia, il y a 17 pays
qui ont souscrit à cette offre de landing zone actuellement. Et on a déployé au final 21 landing zones en un peu plus d'un an. Donc, on se rend compte vraiment que appliquer ce principe de landing zone dans un grand groupe comme Veolia, ça fonctionne. Il y a de l'adoption. Derrière, on a franchi les BU de toute la phase de création, de la phase administrative de création de leur environnement pour qu'ils puissent se concentrer vraiment sur leur métier de transformation digitale, de développement de leurs nouvelles applications métiers, de leurs projets d'external storage par exemple. Toute cette phase amont est complètement embarquée dans ce starter kit, dans cette automatisation. Et derrière, on réduit drastiquement le time to market. Donc comme je le disais en conclusion, c'est flexible. Cette région, demain, peut-être Paris. Une info ? D'accord. C'est scalable parce que c'est de l'infra as code. Si on veut rajouter des services à l'intérieur de ces landing zones, c'est du code. Donc c'est assez simple à faire et c'est assez simple à mettre à disposition de l'ensemble des BU. C'est facile à déployer parce que c'est toujours du code. J'ai mis en moins de 15 minutes, on peut déployer une landing zone. De manière pratique, le code, il prend 3 minutes à déployer. Donc, à partir du moment où je lance le code, au bout de 3 minutes, on a un VPC, on a configuré, on a CloudTrail, on a config, on a CloudWatch, on a le cross-account de configurer. Bon, j'ai mis 15 minutes, voilà. C'est pas mal. On peut faire du FinOps parce que les comptes concrets qui sont rattachés, les comptes de landing zone concrets sont rattachés au master account de la DSI Group. Ce qui veut dire que c'est la DSI Group qui centralise les coûts et qui refacture à l'usage les coûts Amazon. Et donc ça permet vraiment de mieux contrôler et l'ensemble des coûts, éventuellement de faire des économies avec par exemple des reserve instances, donc qui permettent justement de faire des économies sur l'utilisation des EC2 par exemple, des VM Amazon. C'est security compliant dans le sens où ça respecte les standards et les bonnes guidelines, les bonnes pratiques Amazon en termes de sécurité, en termes d'usage. Et surtout, on a un taux d'erreur qui est nul, parce que le code, il marche à chaque fois, donc il n'y a pas de risque à faire d'erreur dans le cadre du déploiement. Et enfin, on bénéficie vraiment du support, de l'expertise d'Amazon. Comme je vous le disais en préambule, l'enterprise support a une réelle valeur ajoutée, puisque c'est des experts Amazon qui sont disponibles en 24/7 sur plusieurs plaques. Et comme Veolia est un grand groupe, on a des projets Amazon au Japon, en Amérique. Et Amazon nous aide vraiment, grâce à cet enterprise support, à favoriser l'adoption et à accélérer l'adoption du cloud public. Et c'est tout pour moi. Merci. Merci Julien. Je vais rester sur ce slide-là parce que je pense qu'il résume assez bien. Et finalement, créer from scratch ces data centers virtuels avec la sécurité partout dans le monde en 3 minutes ou 15 minutes, je pense de toute façon dans les deux cas, c'est vraiment impressionnant. C'est vraiment, vraiment impressionnant. Il nous reste 7-8 minutes. On a voulu garder un petit peu de temps à la fin aussi pour que vous ayez l'occasion de poser des questions si vous le souhaitez. Alors là, je ne vois rien du tout, mais... Oui. Et, vous parlez de la migration, mais pour dire la migration d'un snapshot d'un serveur d'application ou d'un cluster, comment est-ce que ça fonctionne la partie VMware et Amazon? Donc, la question porte sur dans les phases de migration avec des capacités usuelles dans les environnements virtualisés tels que les snapshots, vMotion ou autres. Alors, c'est un point effectivement qui est intéressant. Vis-à-vis de l'infrastructure AWS, vous avez bien un data center software au-dessus de serveurs bare metal d'AWS. Donc c'est pas désolé pour le jargon, c'est pas du nested VM ou autre, c'est bien un environnement AWS standalone, avec toutes les capacités de perf qu'offrent les serveurs bare metal d'AWS, et au-dessus, vous allez être capable d'avoir les différentes fonctions que vous avez l'habitude d'utiliser pour des machines virtuelles, pour des containers. Donc vous allez retrouver par exemple des fonctions de snapshot, des fonctions de resizing. Ce qui arrive
incessamment sous peu, c'est effectivement les fonctions de vMotion entre les clouds différents. Okay, donc une souplesse complète au niveau des migrations également à chaud des machines. Donc c'est bien deux environnements que je ne peux pas qualifier de parallèles parce qu'on a eu un gros travail de validation réciproque entre AWS et VMware, mais pour s'assurer que vous retrouvez toutes les fonctions vSphere habituelles au-dessus de l'infrastructure AWS. Ça répond à votre question ? Oui, c'est la partie des serveurs, c'est la population des serveurs d'application. Oui. Alors, là, il y a un autre point, c'est-à-dire que vous utilisez effectivement l'infrastructure AWS. Si ensuite vous êtes amené à accéder à des services supplémentaires, ça pourrait être par exemple des environnements database. Ce matin, on mentionnait MongoDB ou n'importe quel autre type de database. Julien a mentionné Jenkins. Vous pouvez appeler des services supplémentaires hébergés et mis en place sur AWS qui vont être utilisés par vos applications sur le Software Defined Data Center. Ensuite, si vous souhaitez, par exemple, il y a un usage qui est assez courant de type DevTest également, où vous pourriez avoir du multi-tiering d'applications entre des environnements différents, incluant également des environnements AWS. Donc là, vous retrouverez les architectures habituelles. Une question devant. Bonjour, quel est le prérequis technique pour pouvoir migrer sous votre solution VMware managée sur Amazon? Est-ce qu'il faut la full stack VMware, vSAN, NSX et vCenter plus vSphere? Alors, là, une question très affûtée, c'est-à-dire qu'est-ce qui est présent dans le Software Defined Data Center qui se trouve du coup utilisé au-dessus d'AWS. Donc la réponse est oui, vous avez le full stack. Néanmoins, c'est bien un service que vous consommez. Donc ça n'est pas une souscription de licence en tant que telle, c'est un modèle de facturation et de souscription identique à celui d'AWS. Vous souscrivez à un service qui vous permet d'accéder à l'intégralité du stack VMware. Et du côté data center privé, parce que je pense que c'est le corollaire à la question, vous n'êtes pas obligé d'avoir 100% du stack correspondant. Okay. Si par exemple vous utilisez des fonctions de stockage tierces ou autres, eh bien c'est simplement ce que vous aurez mis en place au niveau de votre machine virtuelle qui va se retrouver traité avec les mêmes capacités de profil, les mêmes règles de sécurité au-dessus de l'environnement AWS. Donc vous n'êtes pas obligé d'avoir 100% de continuité, de capacité ou de licence logicielle typiquement entre les data centers privés et publics. Maintenant, certains services ne seront bien entendu disponibles. Je pense par exemple à tout ce qui va concerner le storage policy, n'existe que si vous avez également des fonctions de storage policy sur votre data center privé. D'accord ? Alors, la réponse est oui, vous n'êtes pas obligé d'avoir NSX disponible sur l'ensemble de votre data center. Vous aurez juste une terminaison NSX sur la partie concernée par le vMotion, typiquement. Vu que c'est NSX qui assure la continuité. OK. Il reste du temps pour une question encore. OK. Pour changer de personne, plutôt à la personne de Veolia, je vois sur votre slide la landing zone, je vois pas la fiabilité. Est-ce que c'était pas un des critères ou c'est quelque chose qui vous concerne pas en termes de disponibilité? On a vu qu'il y avait plusieurs zones de disponibilité ou même régions. Comment vous assurez par exemple le DR de la solution de la landing zone pour vos clients? Ok, donc comme l'a dit Stéphane au début, c'est un starter kit, une landing zone pour démarrer dans le cloud, pour démarrer l'adoption. On n'adresse pas directement de manière automatisée et from scratch dès le début des problématiques de disaster recovery, de cross-région, de synchronisation cross-région. C'est la première étape. Et après, derrière, l'ABU commence à adresser ces use cases. Et derrière, s'ils ont un use case en effet de disaster recovery en multi-ESI, multi-région, dans ce cas-là, le starter kit est la première étape. Et après, on itère en configurant peut-être un autre
une autre landing zone dans une autre région avec du VPN, voilà. Mais ça n'adresse pas nativement dès le début les problématiques de disaster recovery, quoi. C'est la première étape. Voilà. Et comme on le disait, c'est de manière itérative, quoi. On fait simple, rapide, prêt à l'emploi. Après, derrière, on adresse et on fait du fine-tuning ensuite sur la configuration en ajoutant progressivement soit des services, soit d'autres régions, soit un peu plus de réseau. Donc voilà. Ça répond à votre question? Ok. Merci Julien, merci Marc, merci à vous de votre présence pour cette session et bonne continuation.